Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots chaque soir qu'on relève dans l'actualité sur lesquels on débat. D'abord le mot taxe, puisque sans augmenter les impôts, Bercy réfléchirait à la hausse de plusieurs taxes cette année pour tenter de renflouer un tant soit peu les comptes publics. Il y a le mot eau également, OEAU, c'est le convoi de l'eau qui est formé par les opposants aux méga-bassines, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ce convoi de l'eau s'élance aujourd'hui dans les Deux-Sèvres pour rejoindre Orléans avant ce qu'ils appellent un final surprise à Paris, ou plutôt ce qu'ils promettent. Et puis le troisième mot, c'est le mot droit de l'homme, puisque la justice moscovite a ordonné la dissolution de l'association Centre Sakharov dans une nouvelle dérive du régime de Vladimir Poutine. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord le mot taxe, je le disais, alors pas de hausse d'impôts, c'était un mantra gouvernemental, on l'avait promis justement, plutôt le gouvernement l'avait promis. En revanche, Bercy serait en train d'explorer quelques pistes pour augmenter quelques recettes fiscales, des taxes qui pourraient concerner les autoroutes, qui pourraient aussi concerner les automobiles, notamment via le malus écologique. En gros, plus votre voiture pollue ou pèse lourd, plus elle pourrait vous coûter cher à l'achat, au contraire des voitures qui pollueraient moins. Et puis Bercy qui réfléchirait également à rajouter une taxe sur les billets d'avion. Est-ce que le gouvernement a le choix? Première question pour vous, Franck Guéguenia. Concrètement, il n'a pas le choix puisque l'État est aujourd'hui exsangue. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc c'est compliqué de pouvoir mettre en face un certain nombre de projets lorsque vous n'avez pas de recettes, notamment des recettes fiscales, qui sont valables. Donc il n'a pas le choix. Maintenant, est-ce que c'est cohérent? Non plus. Alors on est dans une double contradiction. Les Français souhaitent des services de proximité. La poste, l'école, les services hospitaliers. Et en même temps, comme dirait l'autre, on est foncièrement face à un besoin de financement de ces services. Et les gens ne peuvent plus payer parce qu'il y a eu une certaine gabegie, il faut le reconnaître, et ça depuis quand même plus d'une quarantaine d'années. Donc là, on est face à une vraie problématique et à une contradiction politique. On veut plus pour moins. Bah voilà. Donc au bout d'un moment, ça peut pas durer. Sachant qu'en plus les Français sont étranglés pour certains d'entre eux par l'inflation notamment. Donc c'est difficile d'aller les voir en leur disant qu'on va augmenter leurs impôts ou les taxes. Et si justement vous rajoutez la conjoncture internationale, l'augmentation de toutes les autres taxes, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État, et ça c'est nouveau par contre, se désengage depuis à peu près 10 ans dans le financement des collectivités, départements, régions, communes. Ce qui fait que les collectivités elles-mêmes ont été contraintes d'augmenter leurs recettes. Ce qui fait que le contribuable, de toute façon, au final, il paye à la fois pour l'État et les collectivités. Et lorsque l'État fait des économies, c'est au détriment des collectivités. Je suis bien placé pour le savoir. En tant que maire d'Éperon dans le Calvados, le disiez-vous. Corinne Tapiero, vous êtes conseillère d'arrondissement dans la capitale à Paris pour le parti Les Républicains. La lutte, en tout cas, contre la gabegie des comptes publics, c'est un des combats de votre parti. Il faut bien faire rentrer de l'argent. Alors, non. La lutte contre la gabegie, c'est pas faire rentrer de l'argent, c'est moins dépenser déjà, pour commencer. Ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que dans la proposition que vient de faire et amorcer Bruno Le Maire, effectivement, il y a 3 000 milliards de déficit et je comprends bien qu'il faille le résorber. Donc, il propose de réduire les dépenses de ce qu'ils appellent les agences de l'État, Pôle emploi, Météo France. Néanmoins, il n'y a pas une ligne sur les économies du train de vie de l'État. Pas une ligne. Or, tous les comités Théodule qui coûtent une fortune, on pourrait déjà s'en passer. Ce serait quelques économies aussi. Exemple. N'importe quoi. Les conventions citoyennes, tiens, au hasard, qui n'ont pas porté leurs fruits. On a également la promesse de revenir sur la TVA à 10% sur un certain nombre de produits, notamment sur la restauration. Donc, ce qui est quand même assez difficile quand on sait que c'est un secteur qui est lourdement touché par la crise et notamment par la crise énergétique. Et Nicolas Corato qui nous rejoint, tout essoufflé. Il était dans les embouteillages. Non. Fondateur du think tank Place de la République. On était en train de parler de baisse des dépenses publiques et en même temps d'augmentation des recettes. Est-ce que le gouvernement, tiens, interro surprise pour les retardataires, c'est toujours comme ça, c'était pareil à l'école. Est-ce que le gouvernement a le choix d'augmenter ou pas certaines taxes l'an prochain comme on l'apprend aujourd'hui ? Est-ce qu'il a le choix ? C'est une vision politique qui s'imprime. Le gouvernement, il est face à une problématique, c'est la problématique du pouvoir d'achat de la population française versus la problématique du désendettement du pays. Public. Il faut savoir ce qui est prioritaire et il faut l'assumer. Manifestement, on ne peut pas poursuivre deux politiques parallèles, désendetter le pays
Et venir au secours des Français qui souffrent de plus en plus de la hausse des prix, ça ne mène à rien. Ça ne règle ni le premier problème, ni le second. Ça ne fait qu'aggraver les solutions. Donc il faut avoir le courage de prendre des décisions. Soit on a une politique anti-inflationniste, et à ce moment-là, on arrête de se désendetter et on parie sur la croissance et sur la consommation. Soit on a une politique de désendettement, mais à ce moment-là, ça s'appelle une politique d'austérité. Et on en prend la responsabilité vis-à-vis de la population. Tiens, justement, Alain, qui est avec nous depuis le GRC, vous avez toujours de la chance, je le répète. Vous attendez une hausse des taxes ou pas, vous ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend merveilleusement bien. Est-ce que vous vous attendez à une hausse des taxes ? Comme l'a bien expliqué Nicolas Corrado, il y a un paradoxe. Donc, il l'a bien dit, on ne peut pas résorber la dette et soulager le pouvoir d'achat des Français. C'est un peu paradoxal, c'est difficile même, très difficile. C'est effectivement très compliqué. Ça veut dire que soit on augmente la dette ou on continue de l'augmenter, soit on tape dans le pouvoir d'achat des Français qui est déjà assez comprimé. C'est déjà assez impacté. Oui, c'est ça. J'entends, en tout cas, on entend votre pessimisme, mon cher Alain. Je vous propose qu'on avance avec ce deuxième mot dans l'actu, le mot eau. Alors, ça pourrait être le mot convoi de l'eau, exactement. Ce sont ces opposants aux bassines de Sainte-Soline qui lancent un convoi d'opposants avec notamment la Confédération paysanne et le collectif Bassines Non Merci. Ils veulent rejoindre les Deux-Sèvres, d'où ils sont partis aujourd'hui, rejoindre Orléans puis Paris pour un final surprise. Est-ce que vous comprenez, la montée de ces oppositions, notamment à l'accaparement de l'eau? C'est comme ça qu'ils appellent le fait que certains agriculteurs veuillent stocker l'eau qui tombe en hiver pour la réutiliser en été quand il y en a moins. Je l'entends, je le comprends, parce que c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu, et d'ailleurs il n'est pas nouveau. Je donnerai juste un exemple historique. Il y a quelques siècles, en Espagne, il y avait ce qu'on appelait los tribunales de las aguas, c'est-à-dire les tribunaux des eaux, qui justement avaient pour finalité de partager l'eau et de faire une répartition entre les agriculteurs et les exploitants. Et on était à la période de la Renaissance. Donc on se rend bien compte que c'est pas nouveau et que ces épisodes de sécheresse, cette crise climatique ne va faire que renforcer cette pénurie et ce besoin, parce que ça c'est vital. On est déjà nous-mêmes, hommes et femmes, constitués de 70% d'eau. Donc on a besoin de cette eau. Et lorsque on n'est plus capable de abonder l'eau pour l'agriculture, pour notre quotidien, il va falloir qu'il y ait une instance qui puisse régir ce besoin. Sauf qu'il n'a pas encore été démontré que les fameuses bassines, dites méga-bassines par leurs opposants, celles de Sainte-Soline, privaient d'eau ceux qui étaient à côté et causaient des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un débat là-dessus aussi, entre les petites exploitations peu gourmandes et les grosses qui seraient plus gourmandes. Vous savez, on est, et ça c'est un drame de notre République, les gros ont quand même tendance à s'exprimer beaucoup plus que les petits. Et la France, malheureusement, on sait ce que ça coûte tout cela. Et dans le domaine de l'agriculture, souvent des syndicats très importants ont une voix beaucoup plus portante et forte que notamment la Confédération paysanne. Qui est justement celle qui se fait entendre pour le coup dans ce convoi de l'eau. Exactement. Et vous le soulignez à juste titre, Corinne Tapiero. Oui, on entend effectivement beaucoup les détracteurs de ces bassines de rétention d'eau. On entend assez peu les scientifiques sur le sujet. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que au final, on arrive à des débats qui sont basés sur un petit peu des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la réalité. Certains s'enflamment, d'autres vont défendre quelque chose qu'ils connaissent peut-être assez mal. Mais ce que je retiens, moi, de tout ce que j'ai entendu sur les détracteurs de ces bassines, c'est qu'en fait, ils sont opposés à ce qu'ils appellent l'agriculture intensive. Et ils veulent revenir vers une agriculture moins productiviste. Mais enfin, on sait très bien ce que ça veut dire à terme. Et il ne faut pas oublier que malgré tout, nos paysans sont là pour nourrir la France. Allez, je vous propose qu'on avance sur le troisième mot. Vous ne l'avez pas entendu, mon cher Nicolas Corrado, vous n'étiez pas encore là. C'est le mot droit de l'homme, puisque la justice russe a dissous l'association des droits humains, le centre Sakharov. Le tribunal municipal de Moscou a ordonné ce vendredi la dissolution de l'association. C'était un des derniers piliers de la défense des droits humains en Russie. C'est en pleine répression des voix critiques contre l'attaque en Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que la répression est inarrêtable, en tout cas en Russie, dans ce domaine-là? Nicolas Corrado. C'est un symbole très fort, l'association Sakharov. En plus, c'est assez paradoxal, parce que finalement, Sakharov est un des
est un des animateurs de la chute de l'URSS. Donc le système politique russe d'aujourd'hui procède un peu de ce mouvement qu'avait lancé Sakharov, même si Vladimir Poutine est plus proche des anciens du KGB que des opposants à l'Union soviétique. C'est très inquiétant, ça ne fait que confirmer finalement non plus la dérive, mais l'autocratie assumée du pouvoir russe. Ça questionne aussi notre regard sur Vladimir Poutine. Je rappelle que pendant des années, plusieurs responsables politiques dans ce pays, et pas que d'extrême droite. Je parle on a parlé de Nicolas Sarkozy, mais on parle aussi d'autres hommes d'État qui ont été premiers ministres, voire présidents de la République. On regardait avec des yeux de chimène finalement la mise en place du pouvoir de Monsieur Poutine. On voit aujourd'hui où conduit effectivement cette logique. Donc ça pose une question quand même, y compris aux Français. Et peut-être une petite réflexion. Oui, on peut s'émouvoir que le gouvernement russe ordonne la dissolution d'une association. Je rappelle qu'en France, ces derniers temps, nous avons un ministre de l'Intérieur qui aime beaucoup manier l'arme de la dissolution des associations, et que ça aussi, ça devrait nous questionner.